Cette photo, c'est celle d'un scandale d'État. C'est celle du mépris des populations d'outre-mer, de l'écologie et de la santé. Le visage que vous voyez sur cette photo, c'est celui de Miguel, martiniquais, qui tient entre ses mains le portrait de son père, ouvrier agricole, décédé d'un cancer parce qu'on lui a fait répandre pendant des décennies un pesticide nommé chlordécone. Tout le monde connaissait la dangerosité du chlordécone. Et pourtant, plutôt que de l'interdire, on a laissé faire, comme pour l'amiante, au détriment de la santé et de la vie de nos compatriotes. Alors ne recommençons pas. Nous devons interdire les pesticides dangereux et les produits toxiques, comme les polluants éternels. En France, bien sûr, où Emmanuel Macron et son gouvernement freinent des quatre fers. Mais en Europe aussi, où les lobbies font encore la loi avec l'appui du Rassemblement national. Alors je sais que nous ne parlons pas beaucoup de santé dans cette campagne, mais je vous fais la promesse que les écologistes feront tout pour faire de la santé la boussole des politiques publiques européennes. Et moi, ce que j'aimerais proposer, c'est d'essayer de faire baisser les prix sur ce qui est bon pour la santé, bon pour la planète et ce qui permet de relocaliser notre économie. Et on peut faire ça à l'échelle européenne et à l'échelle européenne seulement. Ça veut dire réduire la TVA, ça veut dire mettre en place une TVA verte. Je vous donne quelques exemples. Des couches faites en Europe, sans produits toxiques à mettre sur les fesses de vos bébés. On fait baisser les prix, on met une TVA à 0%. Des jeans en coton, faits en Europe. On fait baisser les prix en réduisant la TVA. De la réparation, parce que quand on achète une machine à laver, ça coûte cher. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, quand on est chanceux, eh bien, cette machine à laver tombe en panne et on ne sait pas comment la réparer. Eh bien, en réduisant la TVA sur la réparation, on peut à la fois permettre d'améliorer le pouvoir d'achat, de prendre soin de la planète, de diminuer la consommation des ressources et de recréer de l'emploi en Europe, un emploi qui peut nous servir aussi à notre souveraineté, à ne plus dépendre des puissances étrangères. Que c'est à l'échelle européenne que ça se joue, en tout cas sur la question d'asile, c'est le cas. Et il faut que ce le soit. Et justement, l'Europe, elle s'est construite sur un projet qui était celui de tourner le dos au fascisme, qu'on voit revenir aujourd'hui dans les rues de Milan, de Madrid ou de Paris. C'était un projet de valeurs, en particulier l'humanisme, la solidarité et la responsabilité. Alors sur l'humanisme, eh bien oui, il faut mettre en place des voies sûres et légales pour que justement ces femmes afghanes n'aient pas à demander l'autorisation aux talibans pour pouvoir fuir leur pays où elles se font parfois massacrer, parce que je pense qu'il faut employer les termes. La solidarité, c'est la solidarité entre les États membres, parce que vous voyez, on ne peut pas laisser la Grèce et l'Italie seules accueillir les demandeurs d'asile. Et puis la responsabilité, c'est celle d'une Europe qui agit aussi en faveur des pays dont fuient les personnes, dont elles fuient la misère, la guerre et la persécution, c'est-à-dire une vraie politique de co-développement. Vous avez associé le fascisme à Jordan Bardella? Oui. Ah oui. Vous savez, c'est pas parce qu'il est bien coiffé et bien habillé qu'on oublie les origines de son parti. Vous n'avez pas déstabilisation quand vous vous focalisez migratoire sur la migration, vous prêtez le flanc à des gens comme Erdogan ou comme Poutine qui veulent manipuler les Européennes et les Européens en jouant avec des vagues migratoires. Vous n'avez pas entendu les États européens qui criaient leur détresse quand Poutine... Il y a une espèce d'obsession identitaire. On a entendu les introductions de M. Bardella, de Mme Maréchal, qui nous parlaient de cette submersion qui mettrait tout en risque. Eh bien, moi, je veux le dire ce soir. Le plus grand risque qui nous menace, ce n'est pas la menace du grand remplacement, c'est un fantasme. Mais c'est la menace du grand réchauffement, du grand dérèglement climatique. Et celui-là, il est déjà sur nous et il coûte déjà extrêmement cher en vie humaine et de façon économique. Mais elle parlait aussi de l'accélération du dérèglement climatique. On pourrait y ajouter la perte de la biodiversité, auquel Mme Bayet ne répond absolument pas. Toutes ces pollutions, ces produits toxiques répandus partout. Et donc, l'enjeu, c'est pas est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue, c'est est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on se met en capacité de sauver le climat et la biodiversité? Sauf que voilà, on a effectivement eu des colères qui sont arrivées. Des colères qui sont arrivées et qui ont porté sur quoi? Eh bien, le pacte vert, nous, les écologistes, nous l'avons soutenu. On en a besoin, on a besoin d'agir pour le climat. Mais par contre, il lui fallait une jambe financière, un plan d'investissement qui n'est pas arrivé, et une jambe sociale. Et donc ceux-là même qui aujourd'hui vont vous expliquer qu'il faut arrêter le pacte vert, qu'il faut le détricoter, ce sont les hypocrites, qu'il faut écouter les colères. Ce sont les hypocrites qui ont refusé et de financer le pacte vert et de financer l'accompagnement social. Et vous savez, au fond, ça ne m'étonne pas, parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, on voit bien qu'il n'apprend pas de ses erreurs. C'était la même chose avec les Gilets jaunes, qui dénonçaient une taxe carbone injuste. C'est la même chose avec la colère des agriculteurs, qui demandent à vivre dignement de leur travail et à être accompagnés pour pouvoir investir dans la transformation agricole. Et en fait, on les laisse tomber. Et la politique du gouvernement, la politique de M. Bellamy, c'est celle qui consiste à tourner le dos et au climat, et à l'économie, et aux populations. Mais le patron de Peugeot Citroën, Carlos Tavares, il a dit « la planète n'attend pas ». Il a dit que l'Europe était devenue folle quand elle avait pris cette décision. La planète n'attend pas, et plus nous prenons du retard, plus l'écart avec les Chinois s'accroît. Pourquoi? Eh bien parce que plus nous allons soutenir et investir et donner des directions claires
à l'industrie automobile, plus elle sera en capacité de produire en Europe et de cesser d'importer des véhicules de Chine. C'est simple, ce que nous devons viser, c'est le fait de produire en Europe ce dont l'Europe a besoin dans le respect du climat et de la biodiversité. Donc on a besoin de 3 choses. 1, effectivement, un protectionnisme vert. Vous savez, on s'est beaucoup battus, nous les écologistes, pour mettre en place une taxe carbone aux frontières. Il faut aujourd'hui l'étendre aussi aux questions de biodiversité et de salaire dans les pays tiers. La deuxième des choses, c'est qu'il faut réinvestir dans des secteurs stratégiques. L'énergie, évidemment, pour la produire chez nous, l'alimentation, et puis la santé, avec un service public européen du médicament. Et puis la troisième chose, c'est un pacte pour l'emploi. Parce que dans cette transition, on a besoin que les salariés soient au cœur et que la bifurcation se conduise dans le dialogue social. Eh bien, merci Jean-Michel. La différence entre la France insoumise et les écologistes, c'est le rapport à l'Europe. Nous pensons qu'il faut plus d'Europe pour faire face aux défis climatiques, aux défis de la biodiversité, aux pollutions. Et la France insoumise parle beaucoup plus de nationaliser, là où, par exemple, je considère qu'il faut européaniser les entreprises pétrogazières pour orienter leurs investissements des énergies fossiles vers intégralement les énergies renouvelables. Donc le sujet principal, Madame Roux, c'est la relation à l'Europe. Alors je vais vous répondre, Madame Roux, mais d'abord j'aimerais m'adresser à Madame Burgot pour vous dire toute la reconnaissance qui est la mienne et celle des écologistes du travail que vous menez. Vous prenez effectivement des risques importants pour nous informer et nous savons à quel point vous êtes en danger, à quel point des journalistes de guerre perdent leur vie en Ukraine, au Congo ou encore à Gaza. Et donc je tiens tout d'abord vraiment à vous remercier et à dire que nous devons toujours soutenir ce journalisme d'investigation. C'est que l'Ukraine ne doit pas tomber. Et qu'évidemment, c'est pour l'intégrité du peuple ukrainien, mais que derrière, c'est bien sûr nos démocraties qui sont attaquées. Et qu'on voit chaque jour les ingérences de Vladimir Poutine qui vient secouer les haines et les tensions qui parcourent nos sociétés. Alors moi, je dis oui, il faut continuer à aider l'Ukraine et l'aider plus encore. Mais la première des choses à faire, c'est de cesser de financer la machine de guerre russe. Il faut taper Vladimir Poutine au porte-monnaie. On importe encore du gaz, des engrais, de l'uranium, ou de l'uranium enrichi depuis la Russie ou depuis ses alliés, ses partenaires, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. On a aussi parlé d'Inde. Il faut que cela cesse. Il faut que nous nous mettions en capacité d'empêcher Vladimir Poutine de financer son armée plutôt que de parler d'envoyer des troupes au sol pour financer cette armée qu'on finance. Je veux dire, c'est une hypocrisie immense. Je me suis battue pendant 5 ans au Parlement européen pour que nous nous libérions du gaz russe. En particulier, j'ai obtenu au tournant de l'année que l'Union européenne autorise les États membres à mettre en place un embargo sur les importations de gaz russe. Et donc oui, Madame Meillet, moi aussi je vous demande, quand est-ce que la France va cesser d'importer du GNL russe ? Depuis le début de l'année, c'est 700 millions d'euros. Eh bien, il serait temps parce que ça fait plus de 2 ans que la guerre s'abat sur l'Ukraine. Et donc, à un moment, il faut appliquer cet embargo. Et donc, d'abord, on tape Vladimir Poutine au porte-monnaie. Et ensuite, oui, on va chercher ces avoirs gelés russes. Vous savez, les États-Unis, l'Estonie et la Suisse ont légiféré pour mobiliser ces avoirs gelés russes. On a besoin de les utiliser et de le mettre au service de la défense ukrainienne. Regardons autour de nous. On meurt de chaud en Inde et au Mexique. Et ici en France, sécheresse, inondations, feux de forêt, la réalité du dérèglement climatique est déjà sur nous. Pourtant, voilà plusieurs mois depuis le début de cette campagne que vous entendez l'extrême droite vous expliquer que l'écologie est l'ennemi public numéro 1 et la majorité leur céder. Mais le risque, ce n'est pas le grand remplacement, ça c'est un fantasme. Le risque, c'est le grand réchauffement qui est bien réel. Et je sais qu'au fond de vous, vous le savez. Alors je veux vous dire que tout n'est pas joué. Si vous voulez voter pour sauver les glaciers et les océans, alors votez écologiste. Si vous voulez défendre la santé et la justice sociale, alors votez écologiste. Si vous voulez une Europe qui agit pour le climat, pour la biodiversité, pour le bien-être animal, alors votez écologiste. Et si vous voulez des députés courageuses et courageux qui se battent sans relâche pour vous et ne lâcheront rien, alors votez écologiste. Vous l'avez compris, le 9 juin, pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez Europe Écologie.